En regardant Internet, il y a encore un autre changement que Internet procure. Et si je devais le résumer dans une phrase, je dirais aujourd'hui, nous avons la chance de devenir un peuple mondial. Je n'ai pas dit ça sous l'angle des politiciens qui ont besoin de pérorer sur leur territoire et de faire des conflits de territoire pour avoir du pouvoir. Je ne dis pas ça. Mais monsieur et madame tout le monde d'Iran peut être en contact avec monsieur et madame tout le monde de France et raconter des histoires de famille. On fait des pétitions à vase pour des gens de partout, on fait, etc. On est concerné par la vie de nos semblables n'importe où sur la planète. Et si un Maasai est mis à la porte de sa terre, nous sommes concernés et nous allons agir parce que nous concevons que nous aussi, nous pourrions être mis à la porte de notre propre terre. Il y a une sorte de mondialisation des problématiques du vivant. Nos jeunes vivent là-dedans. Et donc, pour eux, c'est ça leur défi. Nous avons un fils qui, à 12 ans, a eu, lors d'un cours de géographie, son professeur a cru sage de leur donner un article qui disait « Vous ne serez jamais grands-parents ». Top, hein, si vous voulez créer l'avenir de jeunes en leur disant ça, franchement, c'est le chic de la transmission. Mais ça veut dire en clair que sur le dos des jeunes aujourd'hui repose une problématique d'avenir due au changement climatique, à la démographie, etc., dont ils sont extrêmement conscients. Mais pas conscients par la tête, eux, ils sont conscients par les tripes. C'est-à-dire que ce qui fait réseau et ce que magnifie le système Internet, c'est une mise en réseau relationnelle instinctive pour eux. C'est-à-dire que si dans leur réseau, il y en a un qui tombe, ils sont tous concernés. Nous morcelons. Si je parle à madame, je ne fais pas attention aux autres personnes parce que je parle à madame. Si quelqu'un en même temps me pose une question, je me retournerai et je vais morceler mon attention de façon à faire attention aux personnes. Mais nos jeunes, pas du tout. À tel point que nous voyons aujourd'hui une augmentation énorme des TDAH, troubles déficitaires de l'attention. Bernick, que c'est TDAH. Les enfants qui sont des hyperkinétiques, c'est un autre nom pour le même symptôme, ce sont des enfants qui sont d'une extraordinaire attention, une amplification de l'attention que vous n'imaginez pas, seulement c'est tout azimut. C'est-à-dire que pendant que je vous parle et que je regarde par ici, eh bien, je vois madame qui est allée gratter son crâne, madame qui a levé son bic, et vous qui êtes assis avec le bras sur la coudoir. Je vois tout en parlant. Et j'ai besoin de tout voir parce que le moindre mouvement peut me mettre en risque. Et donc, un trouble dit déficitaire de l'attention est quelqu'un qui ne peut pas concentrer son attention sur une chose parce que tout capte son attention. Maintenant, il faut savoir que les moyens que nous mettons à la disposition de nos enfants amplifient ce phénomène, les aident à disperser leur attention dans des moyens de communication très très nombreux et donc à avoir moins de compétences pour avoir une concentration aiguë sur une seule chose. Résultat, imaginons que je demande à mes élèves de faire une préparation. Très bien. J'imagine donc que mes élèves vont rentrer à la maison, se mettre devant une feuille et écrire leur résolution d'un problème mathématique. Ça va, c'est mon attente. Eh bien, il se peut même, alors vous croyez rêver, hein, mais il se peut même que ça se passe. Seulement, ça va être un peu contemporain quand même. C'est-à-dire que mes élèves vont sortir de l'école et ils vont avoir un copain qui leur dit « tu viens au skatepark » ou « tu fais ceci » ou « tu fais cela ». Non, j'ai un devoir de maths. Tenez-moi sur ma chaise parce que là je crois déjà que je plane, mais bon, ça peut arriver. Et il y a encore des écoles où ça arrive. Il rentre à la maison, il prend donc une feuille avec son énoncé de mathématiques, son bic, et puis évidemment, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, ils ouvrent le post internet, ça forcément,
Et dessus, ils mettent tout de suite Facebook et les écouteurs. Alors, ils ont les écouteurs du téléphone, les écouteurs de Facebook. Et puis, très vite, enfin, ce n'est qu'un clic, on est sur le jeu en ligne. D'accord ? Mais c'est pas grave, il y a le devoir de maths. Hein ? Alors, ils sont en train de trucider leur personnage favori de la main gauche, mais leur vocabulaire pose quelques questions sur la résolution d'une équation du second degré. De la nébuleuse des copains interviennent des choses qui pourraient avoir l'illusion d'être une réponse. Donc très fidèlement, ils écrivent tout ça. Et ils accumulent du bleu. Et résultat, le lendemain, ils arrivent avec une feuille bleue et ils ont le sentiment d'avoir fait leur préparation. Le professeur reçoit ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un tel foutoir ? Il n'y a pas deux lignes qui sont cohérentes. Tu as fumé la moquette ou qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je ne peux rien faire avec ça. Et le jeune va conclure, ah ben vous vous rendez compte ? Moi, je n'ai pas été au skatepark pour elle. Et elle s'en est même pas rendue compte. Alors maintenant, c'est fini. Hein ? Vous comprenez ? Voilà. Voilà deux visions qu'il faut rendre compatibles entre le jeune qui estime qu'il a beaucoup sacrifié pour son professeur de mathématiques et le professeur de mathématiques qui voudrait revenir à une certaine rigueur, une certaine cohérence, une certaine, etc. Vous connaissez. Je crois même qu'il y a des professeurs de mathématiques dans la salle. Donc, personnellement, je suis assez pour le fait de ne plus demander de préparation à la maison, ce qui ne veut pas dire que je n'en demande plus. Ce qui veut dire qu'au moment où on va devoir se quitter, je leur dis, tiens, mais ça, ce serait encore une bonne question. Et puis je n'en parle pas. Je ne dis rien. Mais au cours suivant, quand je rentre, je leur dis, est-ce que quelqu'un a trouvé un truc pour résoudre ça ? Et à me voir si excitée, si passionnée à reprendre mes questions à tous les cours, ben, au bout de quelques semaines, j'en ai toujours bien un ou l'autre qui a gardé la question en tête. Oui. Mais c'est parce qu'il y a la folie d'une passion, le côté chaleureux de « je te lance la balle, qu'est-ce que t'en fais ?» que ça peut faire quelque chose comme une petite onde de peps, mais pas le côté devoir, côté, etc. Pourquoi ? Parce qu'en plus, ils sont devenus champions pour neutraliser nos sanctions. C'est aussi un effet d'Internet. C'est-à-dire que maintenant, on s'amuse de tout, entre guillemets. Il n'y a plus de temps blanc. Résultat, si vous donnez une retenue à un jeune, vous le faites venir à l'école le mercredi de 14 à 16 heures, il vous demande droit dans les yeux, « Je ne peux pas venir à midi, madame ?» D'accord ? Alors là, vous vous dites, bon, c'est mal barre pour que ce soit une sanction. Oui, tu peux venir à midi, et qu'est-ce que tu vas faire ? Oh, parce que vous voulez, madame. Bon, ben, tout d'un coup, on se croit malin, on dit, ben, tu écriras 2000 fois « je dois me taire en classe ». Oui, madame. Et ils vous écrivent « J en vert » 2000 fois, et puis E en rouge 2000 fois, et puis ça ne veut plus rien dire. Et ils vous le rendent en rigolant, d'un air de dire, le plus con des deux, c'est qui ? Excusez-moi. C'est-à-dire qu'on est dans un rapport. J'ai connu un jeune qui avait raté son examen de mathématiques à 24%. Et donc j'ai essayé d'aller voir son professeur en disant, mais comment se peut-il ? Il avait bien compris sa matière. Il n'avait fait qu'une seule erreur. C'était la gestion des signes moins qui était foireux. D'accord ? Et donc je reviens et je lui dis, mais tu n'as fait qu'une seule erreur. Je vous avais dit qu'elle était bête. Hein ? Ça veut dire que ce qu'il voulait mettre en évidence, je ne peux pas vous dire que c'est consciemment, mais ce qu'il voulait mettre en évidence, c'est que son professeur administrait des savoirs, des formules, et ne s'intéressait pas à la personne. Et que donc jamais le professeur s'était mis sur son terrain pour lui dire « Arrête, regarde comment fonctionne le signe moins ». Je vais vous donner une autre histoire qui m'a bouleversée. François a un bec de lièvre. Et un enfant qui a la bouche un peu tordue, ben, on le ferait assez facilement passer pour un peu tordu dans le cerveau. Et malheureusement, ses professeurs avaient cru bien faire et lui avaient administré en toute bonne compassion de tripler sa première, parce que comme François était un peu simplet, bon, il avait triplé sa première et puis il était en passe de doubler sa deuxième. Et François me montre ses copies de mathématiques et à un moment donné, je lui dis, mais François,
c'est toujours dans ta dernière ligne que tu te trompes. Est-ce que tu veux pas ne pas faire la dernière ligne? Ah non, madame, ça je peux pas faire. Je dis, ben, François, je te comprends. À mon avis, hein, tes profs de maths, ça doit être des gens vraiment bien, quoi. Les profs de maths, pour toi, c'est le dessus du panier, le dessus de la pyramide. Mais oui, madame, dans notre école, c'est même les seuls qui ont des tableaux qui montent et qui descendent. Donc le fait que l'école payait des tableaux à Vérin aux profs de maths avait mis dans l'imaginaire de cet enfant un surclassement qui faisait que les profs de maths, waouh, ça c'est de la belle race. Hein. Et donc, pour cette race-là, François nettoyait ses copies. Et vous savez bien qu'en mathématiques, on dit qu'il faut simplifier. Alors François simplifiait au balai. C'est-à-dire que quand il restait une fraction, il trucidait. Quand il restait une racine carrée, on se la soufflait. Ça va? C'est-à-dire qu'entre l'avant-dernière ligne, qui était parfaite techniquement, et la dernière, il y avait le fait de faire propre. Donc j'ai expliqué ça à François, je lui ai dit, écoute, fais-moi plaisir, enlève l'étape où tu fais propre. Mais je ne peux pas, madame. Je dis, écoute, c'est un deal entre nous, François. On va juste tester ton prof, mais tu ne lui dis pas. On va voir si elle préfère pas la copie non nettoyée. Et il revient tout fier en ayant 9 sur 10. Mais non seulement il était fier, mais écoutez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, madame, j'ai perdu des billions de points à cause de ça et personne ne l'a vu. Vous sentez où est l'humanité? Et personne ne l'a vu. C'est là que les jeunes nous attendent aujourd'hui. Ils nous attendent sur leur terrain. C'est-à-dire que nous venons d'une éducation... Philippe Mérieux a une phrase extraordinaire. Il dit que la pensée francophone subit un cancer. Vous savez qu'un cancer, c'est une maladie insidieuse qui s'installe dans le corps, s'y développe, et quand on la découvre, il est souvent trop tard. D'accord ? Eh bien, nous sommes en risque, culturellement, de vivre avec un cancer de la pensée francophone. Et ce cancer, c'est punir, stimule. Je ne connais aucun professeur de mathématiques qui barre par malveillance. Aucun. J'en connais beaucoup qui barrent. Beaucoup. Et j'en connais beaucoup où les bics rouges, il faut en acheter beaucoup plus que des bics bleus. Ça va? Beaucoup. Mais chez tous, l'intention est « je te signale l'endroit où tu te trompes pour que tu me poses des questions et que tu te mettes sur le droit chemin. » Ça va? C'est ça l'intention. Maintenant, le jeune que je vous ai décrit tantôt, quand il reçoit sa feuille avec du rouge, est-ce que vous croyez que c'est un signe d'empathie? Ben pour lui, c'est... Et j'ai travaillé pour ça, et elle ne l'a même pas vu. Et stop, basta. Avec ce prof-là, c'est terminé. Je ne vais pas aller plus loin. Et donc, la difficulté aujourd'hui, c'est que nous sommes obligés de concevoir les copies que les élèves nous donnent comme étant un scénario gagnant. Toujours. Il me donne le mieux qu'il peut, au temps X. Et donc je vais essayer de me mettre sur son terrain pour comprendre comment il pense. Et là, tout d'un coup, la vie redevient fascinante. Parce que dans la tour du savoir mathématique, elle est splendide, la tour, je vous assure. Ça, j'ai payé le prix de le savoir, mais elle est vraiment splendide. Mais une fois qu'on est dans la tour, on oublie un petit peu les marécages et les embûches par lesquelles on est passé. D'accord ? Et depuis la tour du haut savoir, mais c'est évident qu'il suffit d'aller tout droit. Ah oui. Seulement quand vous êtes dans le marécage, qu'il y a 3 crocodiles qui sont cachés, qu'il y a des bouts de bois qui sont tombés, que vous avez perdu la mémoire, vous faites comment pour aller dans cette belle ligne toute droite? D'accord ? En plus, vous avez la tête pleine d'idées fausses, mais qui jouent le jeu des idées justes, et vous faites comment pour trier dans tout ça? Et donc le jeune aujourd'hui, il ne nous attend pas du tout comme étant l'égérie de la tour des mathématiques parfaites, il nous attend comme être un copain sur le radeau qui prend l'eau et leur dire « tiens, mais et si on essayait ça ?» Et donc comment pouvons-nous les accompagner? Bien, la première clé aujourd'hui, c'est la valorisation de l'erreur. Voir l'erreur comme le langage d'un individu. L'élève parle par ses erreurs.
Là où j'ai trouvé ça absolument fascinant, c'est que j'ai créé ce que j'ai appelé une pédagogie du troc. C'est-à-dire, il se fait que je suis diplômée des maths. Ne me regardez pas avec des yeux trop lumineux. Quand on reçoit un diplôme en maths, ça s'arrête au 19e siècle. D'accord ? Pour le reste, on n'est jamais diplômé, mais c'est pas grave. On n'est pas censé le voir à l'école non plus, sauf que c'est ça qui intéresserait les jeunes. Vous voyez déjà un certain écart, mais bon. Donc, dans la rencontre avec mes élèves, j'ai une surcompétence, ou je crois avoir une surcompétence. Mes élèves en ont une autre. Ma compétence, c'est que mon cerveau sait ce que c'est les maths. Mais leur compétence, c'est que leur cerveau ne sait pas ce que c'est les maths. Et donc, si nous pouvons faire du troc, c'est-à-dire explique-moi comment tu penses, je veux savoir pour pouvoir penser comme toi. D'accord ? C'est-à-dire, je lui donne un exercice et puis je lui dis, tiens, si j'ai bien compris, tu fais comme ça. Mais non, madame. Alors explique-moi. Ah bon, et maintenant, si j'ai compris, dans tel exercice, tu ferais comme ça. Oui. D'accord ? Donc, dès que l'élève sent que je suis rentrée sur son terrain, ça devient tout d'un coup fascinant, depuis ce trou perdu dans une cage souterraine, de se dire, et maintenant, j'émerge comment ? Oui ? Donc, de se retrouver avec eux dans les terrains que eux exploitent. Alors, évidemment, tout ça travaille sur un sentiment qui est lié à l'estime de soi. Ça, vous le comprenez bien. C'est-à-dire qu'un jeune qui n'a aucune estime de soi est forcément ascolaire. Et il n'y a aucun enjeu pour lui à l'école. Il y a un magnifique site qui s'appelle Appui Motivation. C'est un site québécois que je vous encourage à aller voir. Appui Motivation. Je crois que c'est appui.motivation. Mais il résume toutes les recherches de l'école de Palo Alto, qui est une école contemporaine de recherche en psychologie, psychanalyse, sociologie, etc. Et surtout tout ça imbriqué, pour dire que appui.motivation, c'est un site québécois, donc je crois que c'est QC ou quelque chose comme ça. Mais appui motivation suffit. Et il résume toutes ces recherches pour dire aujourd'hui, il n'y a aucun problème de motivation. Ça va ? Donc, c'est aussi radical que de vous avoir dit que le cerveau est biologiquement fait pour l'amnésie. D'accord ? Mettons les choses au clair dès le départ, parce qu'après, on peut faire des meilleures constructions. Eh bien, vous entendez partout des discours de parents, d'enseignants, d'associations de pédagogues vous disant on est en déficit de motivation des enseignants, des jeunes, etc. Mais il n'y a aucun problème de motivation. Allez les regarder dans un skatepark. Vous allez voir qu'ils sont super vivants, super disponibles à passer 5 heures sans manger pour s'attribuer un geste. Donc il n'y a pas de problème de motivation. La biologie du vivant va de pair avec la motivation. Donc tant qu'ils sont vivants, ils sont motivés. Par contre, ils ont appris l'évitement. Et donc notre stimulation en tant que pédagogue ou accompagnateur de jeunes, c'est d'essayer avec eux d'éviter l'évitement. Alors je vais vous dire ce que c'est l'évitement. Je suis jeune, 3 ans, 4 ans, très jeune, et avec mon papa, on travaille. Mon papa est bricoleur, donc je vais avec lui, et quand ici, je prends l'autre côté de la scie, ou il me donne une petite scie, mais j'ai des outils avec lui, j'ai un petit marteau, voilà. J'arrive à l'école et on me donne des ciseaux en carton, parce que les ciseaux, c'est dangereux, et je m'ennuie à l'école. Mais bon, j'ai 4 ans, alors je m'ennuie, mais voilà. Puis je passe à l'école des grands, d'accord ? Et à l'école des grands, on s'excite à me faire mettre des marges, on s'excite à venir me dire tout ce qui n'est pas bon. Et je m'ennuie à l'école. Mais voilà, c'est l'école. Et je comprends qu'à l'école, c'est pas fait pour rire, c'est pas fait pour s'amuser. On joue pas à l'école, d'accord ? On doit obéir à l'école. Alors je passe à l'école des grands nouveaux, et je rentre dans l'enseignement secondaire, et là j'ai une bouffée d'oxygène, parce qu'il va y avoir beaucoup de profs, et comme tous mes copains se disent, allez, on devient grand, je retente une chance. Et puis il nous tombe dessus un de ces profs de maths, mon Dieu, mais je comprends rien quand elle parle.
Exact. Et je m'ennuie à l'école. Et donc, bon, peut-être que j'aurai une chance. Alors nous, en Belgique, on a 2 langues nationales. Résultat, on a le prof de néerlandais qui arrive. Aïe, 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 c'est pire que le prof de maths. Mais je comprends rien à l'école. 12 ans, c'est l'âge où les hormones commencent à vous dire qu'un peu d'autonomie, ça fait du bien. Bon, donc on zappe les profs qui ne sont pas des profs avec qui on a une chance. Mais 12 ans, on est encore prêt à redonner une chance l'année d'après. Mais plus à 14 et plus à 15. Et si on a eu trop d'évitements, des petits évitements, on rentre dans les grands évitements. Et vous allez vers 15 ans, qui est l'âge des caïds. Et le caïd, c'est celui qui, à force d'évitement, a conclu qu'il faut être stupide pour aller à l'école. Parce qu'en fait, à l'école, les profs, ils s'intéressent à qui? Ben, aux élèves qui savent répondre à leurs questions. Et moi qui ne savais pas répondre, il n'y a jamais aucun prof qui m'a laissé le temps de réfléchir. Donc il ne s'intéresse pas à moi. D'accord? Donc l'école, elle n'est pas faite pour moi. Mais plutôt que de conclure que l'école, c'est quelque chose de super intelligent et que moi, je suis défaillant, moi, je suis bien. Et c'est l'école qui est pour les nuls. D'accord? Et vous rentrez dans l'âge des caïds. Et donc, l'idée, c'est d'éviter l'évitement, c'est-à-dire comment faire pour les intégrer dans une pédagogie. Et ce que propose le site Appui Motivation fonctionne selon le modèle CLASSE, C-L-A-2-S-E. C'est pour la conception. Quelle conception de notre enseignement avons-nous? Et ça, c'est fascinant. C'est que quand nous sommes dans des pays où il y a une éducation nationale, nous croyons pouvoir faire l'économie de nous poser la question de quelle conception d'enseignement avons-nous. Et tout d'un coup, les jeunes viennent nous dire, si vous ne vous posez pas cette question, vous n'avez pas votre place devant nous. Si vos tripes ne savent pas répondre à comment vous concevez la relation entre l'adulte et le jeune, vous n'avez pas votre place avec nous. Ils sont radicaux sur la question, ils sont hyper tolérants sur la réponse. C'est-à-dire que si vous commencez à dire « j'ai compris que c'est une question, mais je ne sais pas y répondre », là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'ouvre parce qu'ils se disent « avec elle ou avec lui, on va pouvoir créer de la relation ». Donc, il semble être d'une dureté phénoménale, mais ça, c'est simplement l'effet miroir de votre dureté. Sauf que nous ne savons pas que nous sommes durs. C'est-à-dire que tant que nous sommes monolithiques, ils tapent. À partir du moment où nous ouvrons la relation et la communication, c'est un miracle. C'est quelque chose de tout autre qui se passe. Et donc, si vous allez voir le site, vous allez voir quelle latitude nous donnons aux jeunes, quelle ambiance nous permettons, comment nous les soutenons. Toutes ces questions sont posées de façon à reprendre du lien. Dans ce cadre-là, j'ai eu la chance de rencontrer un Africain dont je vais me permettre de vous raconter l'histoire parce qu'elle est croustillante. Cet homme est très petit de taille et d'ossature, de constitution. Or, dans son village, il fallait atteindre une certaine hauteur pour pouvoir rentrer à l'école primaire. Et 3 ans de suite, il ne passait pas la barre. Donc 3 ans de suite, on l'a remis à l'école maternelle. Évidemment, il s'ennuyait puisqu'il savait déjà lire et calculer et il n'avait toujours pas accès à l'école primaire. Et donc, une chorale, les petits chanteurs à la Croix de Bois, qui est une chorale belge, est allé dans son village au Zaïre et il a vu tous ces enfants s'époumoner dans un chœur d'enfants, faire quelque chose d'extraordinaire dont lui rêvait et auquel il n'avait pas accès. Et donc il s'est accroché au bus de ces enfants quand les enfants partaient. Et de village en village, on a commencé à se rendre compte qu'il y avait toujours le même petit noir devant. Et donc ça a posé problème parce qu'à un moment donné, il était vraiment loin de chez lui. Et pour vous raccourcir l'histoire, ce qu'il voulait vraiment, c'était de venir pour chanter avec ses enfants, venir en Belgique. Sa maman a accepté qu'il soit adopté par une famille belge à condition qu'il garde contact avec sa famille d'origine. Et donc il est venu en Belgique pour faire son éducation. Il a fait toutes ses études, il a été chanteur et bien plus, il est devenu professeur de langue. Et puis, il a voulu venir montrer son épouse à sa maman. Donc, on parle de 30 ans plus tard. Et sa maman était terrorisée. Mais tu es devenu blanc, toi. D'accord? Parce que
Je vous assure, il est resté noir de peau. Mais à l'intérieur, il était construit comme un blanc. Il réfléchissait comme un blanc. Il n'avait plus les priorités de sa culture africaine. Et donc, sa maman a appelé le griot. Et elle lui a fait vivre ce qui localement s'appelle un kassala. C'est-à-dire que pendant 3 heures, en plein soleil, le village rassemblé, très serré, le griot a remis sur cet homme sa lignée lumineuse. C'est « tu es le fils de celui qui tue le lion à main nue, tu es le fils de... » etc. Et il lui a raconté de quels exploits il est le descendant. Alors je vais vous demander pendant 1 seconde, au lieu de me voir ici toute seule, d'imaginer mon père et ma mère dans mon dos. Vous sentez que déjà, il y a quelque chose de plus habité à ma présence. Si maintenant vous pouviez mettre leurs parents derrière, et leurs parents derrière, vous sentez que se crée quelque chose comme une tribu, une filiation. Christiane Singer allait jusqu'à dire « Il a fallu qu'il soit pour qu'un jour je sois ». C'est fort. Vous imaginez cette transmission de la vie, cette transmission de la confiance avec l'intention. Christiane Singer attribue l'intention qu'ils se sont passés le fil de vie pour que je sois ici avec vous ce soir. D'accord ? C'est d'une puissance extraordinaire. Bien évidemment, quand vous vivez un moment comme ça vous remet une plénitude dans le corps qui n'est pas du tout celle d'une petite place. D'accord ? Et donc, Ngosem Sarakabuta est rentré en Belgique avec cette expérience d'avoir été remis dans sa culture initiale, et il a fait une thèse en linguistique africaine sur cette forme de poésie qui s'appelle le kassala, dont la traduction c'est l'auto-louange. C'est-à-dire, normalement, je rentre dans le collectif et je proclame une phrase en je qui vient dire ce fil lumineux que j'expérimente et qui me traverse. Et donc, je suis rentrée en classe et j'ai proposé à mes élèves, au cours de maths, d'écrire une auto-louange. Alors, c'est assez folklorique parce qu'ils se disent, bon, celle-là, elle est grave, ça on le sait. Mais ce coup-là, elle fait vachement fort. Donc, ils ont essayé tout ce qu'ils ont pu pour m'éliminer. Le Coran nous l'interdit, enfin, toutes les réticences qu'ils ont pu. Et effectivement, les premiers textes, c'était beaucoup de charbon et des petites pépites. Mais alors, les pépites, je vais vous en donner quelques-unes, c'est vraiment trop beau. Ma beauté fait pâlir Narcisse, je trouble son reflet dans l'eau. Essayez de dire ça le matin quand vous vous levez. Imaginez. Ma beauté fait pâlir Narcisse, je trouble son reflet dans l'eau. 15 ans. C'est magnifique. Maintenant, mettez ça ensemble avec ce que je vous ai dit, école de discrimination positive. D'accord ? Vous vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a un des deux pôles qui est un peu zappé, qui n'est pas tout à fait au courant. D'accord ? Je vais aggraver mon cas. Déjà tout petit, Hayati relevait tous les défis. C'est un enfant turc, primo-arrivant, ce qui veut dire ne parlant presque pas le français. D'accord ? Et donc, il a rassemblé les mots qu'il connaît. Mais écoutez ça, déjà tout petit, Hayati relevait tous les défis. C'est magnifique. C'est d'une poésie, c'est d'une densité. Je suis l'exception à la règle qui dit que personne n'est parfait. Vous ne trouvez pas ça magnifique? Donc je me suis dit, je tiens un fil d'or. C'est comme sur le Yukon Trail. Vous savez, vous ramassez une pépite et vous vous dites, waouh, c'est clair, quoi, j'achète la concession. Donc j'ai acheté la concession et d'année en année, je leur demandais d'écrire leur auto-louange. Alors évidemment, le jour J, je leur expliquais ce que c'était. Ils me répondaient toujours qu'ils ne comprenaient pas, mais c'était de moins en moins grave, parce que j'étais de plus en plus sûre que de toute façon on y arriverait. Et donc je m'asseyais parmi eux, j'écris la mienne, ils écrivent la leur. Souvent ils sont dans mon dos, ils rigolent de ce que j'écris. Notamment, il se fait que mon grand-père ressemble comme 2 gouttes d'eau à notre roi Léopold II. Un homme de stature très noble, avec la grande barbe blanche. Et maman m'a toujours dit que
elle était impressionnée, étant petite fille, des gens qui s'arrêtaient en rue pour voir passer Sa Majesté. Ben, forcément, ça laisse quelques traces. Mais de là à vous dire que je suis la petite fille du roi, je me la pète un peu quand même. J'ai un de mes élèves qui m'a dit ces derniers temps, mais madame, en fait, vous la pétez, c'est votre métier.